d'abord, prospective et horizon 2023 sous l'angle de la Réserve fédérale américaine. Évidemment, la Fed qui reste un des acteurs centraux des mouvements de marché, y compris en cette fin d'année 2022. Bastien Dreux est avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. C'est une vérité qui est difficile parce que c'est vrai qu'on a encaissé quasiment 400 points de base de hausse de taux aux États-Unis en 6-9 mois maintenant, et c'est donc un choc qu'on est encore en train de digérer. Je dis la vérité est peut-être un peu difficile parce que cette partie-là était sans doute la partie la plus facile de la normalisation de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, à partir du moment où elle était en capacité de répondre à la question de savoir s'il fallait ou non monter les taux. Une fois qu'on a répondu à cette question, les décisions étaient assez faciles. Les décisions qui s'annoncent pour 2023 sont peut-être des décisions beaucoup plus serrées, beaucoup plus difficiles pour la Banque centrale américaine. Oui, c'est clairement le cas. Je pense qu'on peut considérer que pour la Fed, vraiment le plus facile est derrière. En 2022, le plus difficile finalement, ça a été de franchir une sorte de barrière mentale du fait que la Fed pouvait relever ses taux directeurs très vite et très fort après plus d'une décennie de taux très bas. Maintenant, c'est vrai que c'est vraiment le plus dur qui commence parce que les modèles économétriques de la Fed montre que l'effet maximal des hausses de taux sur l'économie réelle se fait vraiment sentir après 3, 4, 5 trimestres. Et donc, le plus gros de l'impact économique des hausses de taux de 2022 va vraiment se faire sentir au début de l'année 2023. Et c'est pour ça que il y a probablement une certaine forme d'illusion sur la supposée résistance de l'économie américaine jusque-là, cette résistance au resserrement monétaire de la Fed. L'un des secteurs qui commence à être touché, c'est le secteur immobilier, avec un effondrement du nombre des transactions, et puis les prix qui ont commencé à baisser. Là, on a 3 mois consécutifs de baisse des prix, on n'avait pas vu ça depuis plus de 10 ans. Et alors, c'est pour ça que ça va devenir très compliqué pour la Fed, si on revient à la Fed. Les membres du FOMC ont essayé d'installer l'idée que les taux resteraient à des niveaux élevés, on peut penser aux alentours de 5%, durant à peu près toute l'année 2023. Maintenant, la question qui va se poser, ça va être, est-ce que la Fed va résister à la pression d'une récession? Est-ce que la Fed va avoir le courage de garder ses taux directeurs élevés, alors que par exemple les prix immobiliers pourraient baisser de façon substantielle? On peut aussi imaginer des pressions éventuellement un peu populistes de la part des membres du Congrès, ça a déjà un petit peu commencé. Donc voilà, les choses vont vraiment se corser très sérieusement pour la Fed en 2023 avec la dégradation effective de l'économie qui pour l'instant n'était pas encore vraiment arrivée. Et ça veut dire pour les investisseurs et les marchés une situation beaucoup moins prédictible, Bastien. D'une certaine manière, à partir du moment où Jérôme Powell a tué la forward guidance en juin dernier, c'était assez facile de lire que les hausses allaient être de 75 points de base pendant un certain temps. On sort de cette période avec des investisseurs qui vont, devoir gérer beaucoup plus de volatilité ou d'incertitude peut-être sur la conduite de la politique monétaire dans les prochains mois et les prochains trimestres? Oui, là, la Fed a vraiment essayé d'installer cette idée que les taux directeurs allaient rester stables sur l'année 2023. On peut en douter, parce que historiquement, la Fed est assez peu souvent restée sur un plateau élevé de taux directeurs, et assez souvent, quand la conjoncture, quand la croissance s'est très fortement détériorée, la Fed est passée dans un mode de baisse de taux assez rapide. Et donc, je pense que cette idée que les taux directeurs resteront élevés sur toute l'année 2023 va être testée par les marchés obligataires. Là, on voit bien que ce que les marchés commencent à anticiper, c'est des baisses de taux à partir de la fin de l'année 2023 et puis en bonne partie sur l'année 2024. Ça va être les questions de marché qui vont se poser sur l'année 2023.
Quels sont les indicateurs peut-être sur lesquels la Fed et les marchés vont s'appuyer désormais? Il y avait un seul indicateur qui était signalé par la Fed, c'était l'inflation, hein, quelle que soit la mesure. Tout à fait. On sent quand même que la fonction de réaction évolue, que la Fed est plus attentive, comme elle le dit, au développement économique et financier. Concrètement, quels vont être les indicateurs de marché que les investisseurs vont pouvoir suivre pour essayer d'imaginer ou de spéculer sur la fonction de réaction de la Fed? Ben là, c'est vrai que ces derniers temps, cette année 2022, la Fed avait complètement oublié son mandat de plein emploi. Hein. La Fed a un mandat de stabilité des prix et puis de plein emploi. Là, on est vraiment sur la stabilité des prix. On va probablement reparler du mandat de plein emploi parce que finalement, ce qui va commencer à se dégrader, et on commence à le voir dans différents indicateurs, ça va être le marché du travail, quoi. Et ce qui va être vraiment important pour la Fed, c'est cette évolution du marché du travail, cette remontée du taux de chômage qui a déjà un petit peu commencé. Hein. On a un taux de chômage qui est à 3,7% de la population active. On a un point bas en septembre qui était à 3,5, donc ça a déjà commencé à monter. Et puis en plus de ça, cette dégradation, elle commence à être assez bien répartie géographiquement, parce qu'il y a à peu près les 3/4 des États américains pour lesquels le taux de chômage a augmenté sur les 3 derniers mois. Donc vraiment, là, le focus, il va repasser sur des indicateurs du marché du travail, et puis le job report va redevenir très important pour les investisseurs sur l'année 2023. Si on élargit un petit peu le spectre, Bastien, et qu'on se projette au-delà de 2023, alors peut-être qu'on va un peu vite en besogne, et c'est vrai que 2023 est une année avec encore beaucoup d'incertitudes, mais on peut voir 2023 comme une année de normalisation, après notamment 3 ans de chocs successifs historiques, normalisation du choc inflationniste dans les économies développées, américaines, européennes, on l'espère, normalisation sanitaire en Chine peut-être, et il semble que le pivot sanitaire en Chine ait déjà commencé, normalisation géopolitique, on verra ce qu'il advient du conflit entre la Russie et l'Ukraine dans les prochains mois, Bastien. La vraie question, c'est, et au-delà, que se passe-t-il ensuite et quel est le schéma qu'on peut avoir en tête pour la croissance mondiale et son potentiel dans les prochaines années, sachant que pendant au moins 2 décennies, on a vécu avec une croissance effective qui était très largement soutenue par des politiques monétaires expansionnistes et ou, à certains moments, des politiques budgétaires également qui ont été très expansionnistes. Et il semble que ce schéma soit peut-être caduc, au moins pour un temps. Oui, alors sur 2023-2024, c'est évidemment une question très compliquée, on peut avoir que des éléments de réponse, mais il y a quand même quelques éléments à prendre en compte. Déjà, si on regarde les prévisions de croissance mondiale de l'OCDE qui viennent d'être publiées pour 2023 et 2024, on est sur du 2,2% de croissance mondiale en 2023 et 2,7% en 2024. Alors ce ne sont pas des chiffres qui sont catastrophiques, on n'a pas une contraction de l'économie mondiale, on est quand même sur des rythmes de croissance qui sont parmi les plus faibles depuis la Seconde Guerre mondiale, donc c'est déjà quelque chose qui est remarquable. Et après, si on regarde le détail des grandes zones, le choc va être particulièrement fort pour les pays européens à cause de la crise énergétique, le choc va être fort aux États-Unis à cause du très fort resserrement monétaire dont on parlait tout à l'heure, et pour la Chine, elle va continuer à gérer les conséquences du gros coup de frein sur son marché immobilier. Donc les principales zones économiques sont atteintes pour une raison ou pour une autre sur au moins sur ces 2 années qui arrivent. Alors, maintenant, si on prend un peu plus de champ, la croissance potentielle mondiale, elle va être probablement marquée durablement par une hausse des prix de l'énergie. Si on regarde le précédent, entre guillemets, des années 70, dans les années 70, les chocs pétroliers avaient marqué un vrai point d'inflexion en termes de croissance mondiale. Si on regarde la croissance mondiale moyenne sur les années 70, c'était du 4,5. Sur les années 80, on avait du 3% de croissance mondiale, quoi. Donc il y avait eu vraiment un décrochage du rythme de croissance mondiale à partir des chocs pétroliers donc des années 70. Et je pense il y a quand même pas mal de chances qu'on assiste à peu près à la même chose sur les années qui arrivent, parce que je pense que tout le monde a en tête que les prix de l'énergie vont être plus élevés sur les années qui arrivent. Un autre point qui est important, c'est
la décélération de la Chine. Il y a des problèmes avec le secteur immobilier. Mais c'est aussi un pays qui fait face à un défi démographique assez fort, hein, avec un pays qui vieillit très vite. Si on suit les projections de l'ONU, les projections démographiques de l'ONU sur les 10 prochaines années, donc en projection médiane, la population de la Chine devrait baisser de 15 millions d'habitants. Donc c'est quand même quelque chose qui est très important. Et là, il faut quand même avoir en tête que c'est la Chine qui a vraiment été le moteur de l'économie mondiale, on va dire, sur les 20 dernières années. Et la Chine a représenté, on va dire, un tiers de la croissance mondiale sur les 2 dernières décennies. Donc, avec cette locomotive qui va croître un peu moins rapidement, on va un peu mécaniquement avoir une croissance mondiale qui va être là aussi probablement un peu plus faible. Maintenant, il faut aussi prendre en compte qu'il va très probablement y avoir de nouveaux grands cycles d'investissement public et privé d'ailleurs. Dans, par exemple, la transition énergétique, mais aussi probablement dans tout ce qui va toucher à l'indépendance des États. On peut penser à l'indépendance énergétique, l'indépendance des approvisionnements, on peut penser à l'indépendance en termes de sécurité, en termes de la santé. Donc il y a de nouveaux grands cycles d'investissement qui vont se mettre en place probablement dans les pays développés. Mais là, la question qui va aussi se poser, ça sera la question du financement, et parce que les marges de manœuvre budgétaires sont quand même finalement relativement limitées. On a des ratios d'aide sur PIB qui sont assez élevés dans les pays développés, et puis avec des conditions de financement qui se sont quand même un petit peu dégradées sur l'année 2022, avec des taux directeurs des banques centrales qui ont pas mal remonté, des charges de la dette qui ont pas mal remonté, et il va y avoir vraisemblablement des choix difficiles à faire de la part des gouvernements. Et donc forcément, il faut travailler, quand on réfléchit à cette question de la croissance potentielle demain pour le monde, il faut travailler forcément avec des hypothèses un peu négatives, on va le dire comme ça, Bastien ? Mais là, on a quand même un grand choc démographique, un grand choc énergétique qui vont faire que cette croissance mondiale devrait être un peu plus faible. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir des nouveaux grands cycles d'investissement dans certains secteurs. Qui permettent de reconstruire quand même du potentiel de croissance. Hein. Exactement, oui, mais il faudra se dégager des capacités de financement pour financer ces grands cycles d'investissement. Donc ce sont des choses qui sont faisables, mais il y aura certainement des choix difficiles à faire. Et puis après, il y a aussi la question de l'éventuelle émergence, par exemple, de l'Inde, qui va devenir dès cette année la première population mondiale, qui va dépasser la Chine. Donc il y a encore une croissance de la population qui est très forte. Et donc, on peut imaginer que l'Inde devienne progressivement, et donc il y a beaucoup de problèmes structurels, mais on peut imaginer que l'Inde devienne progressivement un moteur de l'économie mondiale sur les années qui arrivent. Bon, ça reste excitant quand même. On a hâte. Il va se passer beaucoup de choses. On a hâte de savoir exactement. Voilà, il se passera beaucoup de choses, ça c'est sûr. On verra effectivement ce qu'il en advient et ça prendra un peu de temps pour y voir sans doute un peu plus clair quand on réfléchit sur ces tendances de long terme, évidemment. Merci beaucoup, Bastien. Merci pour cet éclairage prospectif. Bastien Dreux, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management, avec nous par téléphone.